C'est l'obscurité qui m'a tout d'abord révélé la vérité. Non pas une obscurité soudaine, mais un gris lent et rampant, comme un crépuscule qui refuse de partir. On dit qu'on ne remarque pas la cuisson de la grenouille si la chaleur monte assez lentement. Ma lumière, dans la petite pièce qu'on m'avait donnée, a commencé à faiblir. Le soupir las d'une ampoule, peut-être. Mais ensuite, les prises. Un léger bourdonnement un jour, puis plus rien. Et le silence, c'est là que j'ai vraiment su. Un silence différent, lourd et froid, pas le doux silence de ma propre maison. On dit que le sang est plus épais que l'eau. On ne dit jamais ce qui arrive quand le sang se transforme en poison. Je pensais que le silence était d'or. Maintenant, je sais qu'il est juste cher. Il m'a coûté des années. Il m'a presque tout coûté. Mais plus maintenant. Ceci, juste là, ce petit écran entre nous, c'est ma fenêtre. Ma voix. Mon murmure de défi contre le rugissement de ce qui était. Je me souviens de la chambre d'hôpital, l'odeur stérile de l'antiseptique qui m'enveloppait comme une seconde peau. L'opération, un flou de lumière vive et de voix étouffées. Puis, la convalescence. Lent. Douloureux. Ma fille, Élodie, le visage empreint d'inquiétude, m'a offert son foyer. Maman, il faut que tu sois bienveillante, avait-elle dit. Et moi, reconnaissante, profondément reconnaissante, j'ai accepté. Son foyer, une étreinte chaleureuse, du moins le pensais-je. J'ai lu l'inquiétude dans ses yeux. Ces mots, un baume pour mon esprit fatigué. J'ai vu mon petit-fils, Antoine, un jeune homme, presque un homme, en réalité, m'apporter des tasses de thé. Citron et miel, comme j'aimais ça. De si petits gestes de gentillesse, construisant un pont fragile vers la santé. J'y croyais. Je m'y accrochais. Leur maison, juste à l'extérieur de la ville, était un réconfort familier. L'odeur de la lessive à la lavande d'Élodie, le grondement lointain du tramway, la musique d'Antoine, un léger bourdonnement à travers le plancher. Je me suis installé dans la petite chambre d'amis, un espace habituellement réservé aux cousins éloignés ou aux invités de vacances. Cela me semblait temporaire, une brève halte sur le chemin de la guérison complète. Je me le suis dit. Je l'ai murmuré comme une prière. Les premières semaines ont été un flou de médicaments et de repos. Élodie apportait mes repas sur un plateau, s'occupait de mes couvertures, vérifiait mes bandages. Antoine s'asseyait au pied de mon lit, parcourant les pages de son téléphone, mais sa présence était d'un réconfort silencieux. Il me demandait si j'avais besoin de quelque chose, sa voix conservant encore ce ton juvénile, pas encore endurci par le monde. Puis, les bandages ont été retirés. La douleur a commencé à s'estomper, remplacée par une douleur sourde. Et avec le retour de la clarté, sont venus les subtils changements. Les plateaux ont cessé d'apparaître. Je me dirigeais vers la cuisine, lentement au début, puis avec plus d'assurance. Élodie était là, déjà en train de manger ou de préparer les restes. « Oh, maman, je croyais que tu te reposais encore, » disait-elle, un peu trop vite, son regard ne croisant pas tout à fait le mien. Tout a commencé par les petites choses. La façon dont la conversation s'interrompait dès que j'entrais dans la pièce. Un silence soudain et feutré, lourd de non-dits. Je m'éclaircissais la gorge, essayais de me joindre à la conversation, et le sujet déviait, changeait de direction, comme si j'avais interrompu quelque chose d'intime. Je me disais que c'était mon imagination. Les effets persistants de l'anesthésie, peut-être. Un soir, Antoine entra dans ma chambre. Il s'assit au bord du lit, avec cette énergie hésitante familière. « Grand-mère » commença-t-il d'une voix un peu trop décontractée, « j'ai besoin d'une voiture. Pour le travail. J'ai trouvé la voiture idéale. » Il me montra des photos sur son téléphone, un modèle élégant et brun, bien au-dessus de ses moyens. La banque, ils ont besoin d'un co-signataire. Quelqu'un avec un bon crédit. Comme toi. Mon estomac se serra. Un œuf froid, léger au début, puis qui s'élargissait. Je connaissais les prêts. J'avais vu des amis, et même de la famille, pris dans le labyrinthe des co-signataires. J'avais vu à quelle vitesse ça pouvait se défaire. J'avais travaillé toute ma vie, économisé toute ma vie, pour cette sécurité tranquille. Cette petite paix précieuse. Antoine, dis-je d'une voix plus douce que je ne l'aurais voulu, je ne peux pas. C'est trop risqué. Son visage,
d'habitude ouvert et juvénile, se durcit. Une lueur froide, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, traversa ses yeux. Elle disparut en un instant, remplacée par une moue boudeuse. Mais grand-mère, c'est juste pour moi. Je te le rendrai. Promis. Des promesses. Elles étaient comme une brume, belles à regarder, mais impossibles à retenir. Je secouai la tête. Je suis désolé, chérie. Je ne peux tout simplement pas. Il se leva, le silence dans la pièce soudain plus fort que n'importe quel mot crié. Il ne dit rien d'autre. Il se tourna simplement et partit. La porte ne claqua pas, mais j'en avais l'impression. L'air, déjà lourd, devint plus épais. Le lendemain matin, la lumière de ma chambre vacilla. Juste une fois, puis je suis resté immobile. Un petit avertissement, je vois maintenant. Un prélude à l'obscurité à venir. Élodie est entrée plus tard, sa gaieté habituelle ayant laissé place à une certaine fragilité. « Maman, dit-elle d'une voix neutre, Antoine m'a dit que tu refusais de l'aider avec la voiture. » Je lui ai expliqué. Le risque, mes économies, mon âge. Elle écoutait, les bras croisés, le pied tapotant le sol en un rythme silencieux. Quand j'ai eu fini, elle m'a regardé, le regard vide de chaleur. « Eh bien, dit-elle d'une voix basse, chaque mot tombant comme une pierre dans un puits profond, ne t'attends pas à rester. » Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas une exigence. C'était une affirmation. Une déclaration silencieuse écrasante. Les mots flottaient dans l'air, lourds et venimeux. Nul besoin de les crier pour les comprendre. Ils atterrirent dans ma poitrine, un choc physique. Le silence qui suivit fut encore pire. Il bourdonnait d'une colère inexprimée, d'un calcul glacial. Et voilà. L'obscurité commençait pour de bon. Ma chambre, autrefois refuge temporaire, devint une cellule froide. La lumière, après ce jour-là, faiblit progressivement. Une lueur jaune maladive, puis un désespoir vacillant, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne complètement. J'ai acheté une petite lampe, bon marché, au marché. Mais ensuite, les prises. Une par une. Le bourdonnement s'est évanoui. Le courant est tombé. Je m'asseyais dans l'ombre grandissante, le froid s'infiltrant dans mes os, et je me souvenais de la chaleur de leur accueil initial. Le parfum de lavande. Le doux bourdonnement de la maison. Maintenant, la maison me semblait étrangère, ses murs me pressaient, son silence un jugement constant. Je voyais moins Élodie. Antoine encore moins. Ils étaient toujours occupés. Toujours ailleurs. Les repas sont devenus une affaire solitaire pour moi. Je me retrouvais à manger seul dans la cuisine silencieuse, le cliquetis de ma fourchette contre l'assiette résonnant dans le vide. Parfois, j'entendais leur rire depuis le salon, un son lointain et moqueur. J'ai arrêté d'essayer de leur parler. Mes mots semblaient comme de la poussière, inaudibles, non reconnus. Je me suis retiré. En moi-même. Dans le silence de ma chambre qui s'estompait. L'air s'est chargé de larmes retenues, de peurs inexprimées. J'étais une intruse dans leur maison, un fantôme dans ma propre famille. L'ironie, c'est qu'elles brûlaient. C'est moi qui les avais nourries, construit les fondations de leur vie, et maintenant j'étais un inconvénient, un obstacle. Le miroir de ma chambre, d'habitude un coup d'œil rapide, est devenu un tourment. Je voyais les rides de mon visage, creusées plus profondément par l'inquiétude, les cernes sous mes yeux. Était-ce moi? Cette silhouette rétrécie, cette femme silencieuse, perdue dans la pénombre? Je me sentais petite, insignifiante. Ma voix, autrefois forte, ressemblait à un murmure fluet, à peine audible même pour moi-même. Les jours se sont transformés en un cycle monotone d'exclusion silencieuse. Je me réveillais, préparais mon thé, mangeais mes maigres repas et m'asseyais. Je lisais les vieux livres que j'avais apportés, leurs pages adoucies par le temps. Je regardais les grains de poussière danser dans le rayon de soleil qui perçait l'obscurité. J'écoutais. Toujours à l'écoute. Un signe. Un mot. Un geste qui me dirait que j'étais toujours aimé. Il n'est jamais venu. Le silence était une cage. Une cage tissée d'indifférence, d'attente, d'un détournement froid et calculé. Et moi, j'étais piégé. Ma propre fille, mon propre petit-fils, il l'avait construit autour de moi, brique par brique, avec chaque mot non dit,
chaque regard détourné, chaque ampoule éteinte. J'ai commencé à voir les nuages d'orage s'amonceler, non pas dehors, mais en moi. Une obscurité lente et tourbillonnante. La douleur était une douleur constante. Une pulsation sourde et implacable. C'était la douleur de la trahison, oui, mais aussi la douleur d'un amour qui semblait conditionnel, fragile, facilement brisé. Je n'arrêtais pas de me souvenir du visage d'Antoine, de cette brève lueur de froideur. C'était un souvenir qui me hantait, un écho silencieux dans les pièces vides de mon esprit. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas d'un prêt auto. Il s'agissait de contrôle. De mon refus de plier. De mon refus d'être effacé. J'avais envie de pleurer. De crier. D'exiger des réponses. Mais les mots semblaient coincés dans ma gorge, étranglés par le poids de leur jugement silencieux. Je me sentais comme un navire, à la dérive dans un vaste océan vide, mes voiles déchirées, mon gouvernail brisé. Les pièces vides, elles ont commencé à me parler. Non pas avec des voix, mais avec les échos de ce qui n'était pas là. Les rires que je ne partageais pas. Les conversations auxquelles je ne participais pas. La chaleur qui s'était évanouie. Elles étaient des rappels constants de ma solitude, un miroir reflétant mon propre désespoir silencieux. J'ai commencé à marcher, juste autour de la maison au début. Puis, quand je me sentais plus forte, je m'aventurais dehors. De courtes promenades dans la rue. Le monde extérieur, il semblait vibrant, vivant, un contraste frappant avec le silence mortel entre leurs murs. Je voyais des familles rire, des enfants jouer, des voisins se saluer. Une vie normale. Une vie dont je me sentais coupé. Un après-midi, j'étais à la boulangerie du coin, l'odeur du pain frais me réconfortant par la nostalgie. J'ai entendu deux femmes parler d'un appartement à louer. Un petit. Parfait pour une personne seule, a dit l'une d'elles. Une graine, minuscule et fragile, a été plantée. Ce n'était pas un élan de courage soudain. C'était un changement lent et glacial. L'idée, initialement une pensée murmurée, a commencé à prendre racine. Et si je pouvais reprendre ma vie en main? Et si je pouvais échapper à ce silence étouffant? Je me souvenais des lettres brûlantes. Pas de vraies lettres, mais des mots qui avaient été dits, des vérités blessantes, des congés glaciales. Elles brûlaient en moi, éteignant les derniers vestiges de mon espoir de leur amour. Elles alimentaient un autre type de feu. Un feu de phénix, consumant l'ancien moi, le moi réduit au silence. J'ai commencé petit. Une recherche furtive d'annonces d'appartements en ligne, tard le soir, sous la faible lueur de ma petite lampe, alimentée par une batterie que j'avais achetée en secret. Mes mains, d'abord tremblantes, tapaient les mots-clés. Petit appartement Paris, studio à louer Île-de-France. Chaque clic, un acte de défi. Chaque résultat de recherche, une lueur d'espoir. Je revisitais de vieux comptes d'épargne. Des chiffres poussiéreux et oubliés dans un registre usé. J'ai appelé ma banque, une conversation à voix basse, ma voix volontairement calme, ne trahissant rien du tumulte qui bouillonnait en moi. Les chiffres, ils étaient là. Assez. Juste assez. Une bouée de sauvetage. L'idée de déménager, d'affronter à nouveau le monde seul, était terrifiante. J'étais vieille. Je me rétablissais. J'étais vulnérable. Mais l'idée de rester, de m'étouffer lentement dans ce silence, était encore plus terrifiante. Le choix, brutal et brutal, est devenu clair. La liberté ou une mort lente. J'ai commencé à faire mes valises. Ni ouvertement, ni par défi, mais subtilement. Quelques livres par-ci. Des vêtements par-là. De petits objets précieux, rangés dans une vieille valise cachée sous le lit. Chaque objet, un morceau de moi-même que je récupérais. C'était comme une mission secrète, une rébellion silencieuse qui se déroulait au cœur de leur maison. J'ai pensé à Élodie. Ma fille. L'enfant que j'avais porté, nourri, aimé férocement. Comment en étions-nous arrivés là? Comment le fil de notre connexion s'était-il effiloché à ce point? J'ai fouillé dans mes souvenirs, essayant de cerner ce moment précis. Était-il toujours là, cet amour conditionnel, enfoui sous des couches de devoir et d'attente? Je me souvenais d'elle petite fille, sa main dans la mienne, ses rires rauques. J'avais investi toute ma vie en elle, dans son bonheur, sa réussite. Je m'étais sacrifié. Pour elle.
Et maintenant, ce rejet froid et calculé. Ce n'était pas qu'une question d'argent, réalisais-je. Il s'agissait de mon autonomie. De mon droit de dire non. De mon droit d'exister en dehors de leurs attentes. Ils voulaient que je sois une ressource, un utilitaire, pas une personne. Ni une mère. Ni une grand-mère. Juste un moyen pour parvenir à une fin. La vérité, une fois installée, était comme une pierre pesante. Ils avaient instrumentalisé leur rôle. Élodie, la fille, usant de sa position d'aidante pour exercer un contrôle. Antoine, le petit-fils, usant de sa jeunesse et de son besoin perçu de manipuler. C'était une dynamique de pouvoir subtile et insidieuse que j'avais ignorée, ou peut-être refusé de voir. J'ai imaginé un ciel orageux, sombre et meurtri, reflété dans une flaque d'eau. C'était moi. Cabossé. Mais le reflet, il était toujours là. Déformé, peut-être, mais présent. J'étais toujours là. Et quelque part, au fond de moi, une petite étincelle a commencé à briller. J'ai trouvé un appartement. Un petit, à l'autre bout de la ville. Une seule pièce, une minuscule cuisine, une salle de bain minuscule. C'était parfait. C'était le mien. La propriétaire, une femme âgée et gentille, au regard brillant et compréhensif, semblait percevoir mon désespoir silencieux. Elle ne posait pas beaucoup de questions. Elle hochait simplement la tête, son regard chaleureux et rassurant. J'ai passé des appels. Des appels discrets, à une amie, une cousine éloignée, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ils m'ont écouté. Ils m'ont proposé de l'aide. Une camionnette pour déménager. Une paire de mains supplémentaires. De petits gestes de gentillesse de la part d'inconnus, de relations lointaines, qui semblaient plus authentiques que tout ce que j'avais reçu de mon propre sang. Le jour de mon départ, c'était un mardi. Élodie était au travail. Antoine était sorti avec des amis. Je me suis déplacé rapidement, efficacement. La petite lampe, le pack de piles, mes quelques livres, mes vêtements. Une petite boîte de photos. Les choses qui comptaient vraiment. J'ai laissé derrière moi les meubles, le confort emprunté, le parfum persistant de leur indifférence. Je me souviens de la sensation de la vieille poignée de valise dans ma main, rugueuse et familière. Le bruit de la porte d'entrée se fermant derrière moi, un clic discret qui a résonné comme un coup de feu dans ma mémoire. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. Le passé, c'était un lourd manteau, et je m'en débarrassais. Le trajet en bus jusqu'à mon nouvel appartement était un kaléidoscope d'émotions. La peur, oui. Mais aussi un sentiment de soulagement grandissant. Une euphorie silencieuse. La ville, autrefois floue devant leurs fenêtres, semblait maintenant vibrante, vivante. J'ai vu des visages, entendu des bribes de conversation, senti le pouls de la vie autour de moi. J'en faisais à nouveau partie. L'appartement était encore plus petit que dans mes souvenirs. Mais il était propre et calme. La lumière, lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur, brillait fort et stable. Pas de scintillement. Pas d'obscurité. Une lumière simple et glorieuse. Je me suis préparé une tasse de thé. Pas le thé qu'Antoine avait préparé, mais mon propre thé, dans ma propre petite boîte. L'arôme, parfumé et réconfortant, remplissait le petit espace. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant les lampadaires s'allumer, un par un. Chaque lumière, un petit phare dans l'obscurité croissante. Chaque lumière, une promesse. Le silence dans ma nouvelle maison était différent. C'était un silence doux, délicat. Le genre de silence qui accueille, qui embrasse. C'était le silence de la paix. De l'autonomie. D'être enfin, vraiment, seul. Mais pas seul. J'ai passé les premiers jours à déballer lentement. À ranger mes livres. À ranger mes photos sur la petite étagère. Chaque objet a trouvé sa place, et avec lui, une part de moi s'est installée. J'ai acheté un petit plant d'herbes aromatiques en pot au marché, ses feuilles d'un vert éclatant. Un être vivant, dans mon espace de vie. Un symbole de nouvelle croissance. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Élodie et d'Antoine pendant une semaine. Une longue semaine silencieuse. Je me demandais ce qu'ils pensaient. S'ils remarquaient seulement. S'ils s'en souciaient. Le téléphone est resté silencieux. Je ne l'ai pas vérifié souvent. J'étais trop occupé à respirer.
trop occupée à exister. Puis, l'appel est arrivé. Élodie. Sa voix, lorsque j'ai finalement répondu, était tendue. Forcée. Maman? Où es-tu? Pourquoi es-tu partie? Il y avait une pointe d'accusation dans son ton. D'indignation. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. J'ai pris une grande inspiration. Je vais bien, Élodie. Je suis chez moi maintenant. Chez toi? Elle semblait incrédule. Mais, tu te remettais. Tu avais besoin de nous. J'avais besoin d'indépendance, Élodie. J'avais besoin d'être là où je serais vraiment la bienvenue. Pas seulement tolérée. La ligne s'est tue. Un silence familier. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était mon silence. Mon choix. J'ai attendu. Aucune excuse. Aucune compréhension. Juste ce silence épais et blessé. Je vais bien, Élodie, ai-je dit d'une voix ferme. Je voulais juste te le faire savoir. Puis, doucement, j'ai raccroché. Antoine a appelé quelques jours plus tard. Sa voix, redevenue jeune, mais teintée de quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Des regrets? De la confusion? Grand-mère? Pourquoi? Pourquoi es-tu partie? Tu me manques. Antoine, dis-je d'une voix plus douce, je t'aime. Mais je ne pouvais pas rester là où on ne me respectait pas. Là où mes choix n'étaient pas respectés. Il marmonna quelque chose à propos de la voiture, comme quoi il en avait encore besoin. J'écoutais, mais les mots semblaient creux. Le poids, l'attente, tout était toujours là. J'espère que tu auras ta voiture, chérie, dis-je. Mais elle ne sera pas signée. Il soupira. Un long soupir prolongé. C'est juste que je ne comprends pas. Un jour, peut-être que tu comprendras, répondis-je. Et de nouveau, je raccrochai, doucement, fermement. Le miroir de mon nouvel appartement, un petit miroir rond au-dessus de mon lavabo, me montrait un reflet différent. Les lignes étaient toujours là, oui. Les ombres aussi. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Une lueur dans mon regard. Un redressement des épaules. Une force tranquille. Je n'étais plus une silhouette rétrécie. J'étais une femme qui reprenait son espace. Elle-même. Les pièces vides de mon esprit commencèrent à se remplir. Non pas des échos de leur indifférence, mais du bourdonnement silencieux de mes propres pensées. Mes propres projets. Ma propre paix. Je recommençai à écrire, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Petits poèmes, observations, souvenirs. Les mots coulaient, une douce rivière, trouvant enfin son chemin vers la mer. Le sentiment de justification, ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas un cri de triomphe. C'était un bourdonnement silencieux, un profond sentiment de justesse. J'avais fait ce qui était nécessaire. Je m'étais choisi. Je pensais aux portes. Les portes de leur maison, fermées sur moi. Les portes métaphoriques qui avaient été claquées sur mon autonomie. Et maintenant, ma propre porte. Une simple porte en bois, ouvrant sur un petit monde tranquille. Un monde que je m'étais construit, brique par brique soigneusement. Le voyage du silence à l'autonomisation, ce n'était pas un saut soudain. C'était une marche lente et délibérée. Chaque pas, une nouvelle découverte. Chaque respiration, une compréhension plus profonde. Ma nouvelle maison, ce n'était pas seulement 4 murs et un toit. C'était un sanctuaire. Un creuset où un nouveau moi se forgeait. Je me réveillais chaque matin, non pas dans le froid d'une maison inhospitalière, mais dans la douce lumière filtrant par ma fenêtre. Je préparais mon café moi-même, l'arôme étant un rituel réconfortant. Je choisissais ma propre musique, des mélodies douces qui emplissaient l'air, pas assez fortes pour déranger qui que ce soit, mais suffisamment fortes pour remplir mon espace de tranquillité. Mon plant d'herbes aromatiques, lui, s'épanouissait. De nouvelles feuilles se déployaient, d'un vert éclatant sur le pot en terre cuite. Il me rappelait moi-même. Croissance lente. Résilience tranquille. Élodie appela à nouveau, des semaines plus tard. Sa voix était différente cette fois. Plus douce. Maman, dit-elle, tu me manques. La maison semble vide. J'écoutais. J'entendis l'hésitation dans sa voix. Le tremblement. C'est ta maison, Élodie, dis-je doucement. Ça a toujours été ta maison. Mais tu n'es pas là,
répondit-elle d'une voix légèrement cassée. Ce n'est plus pareil. Je marquai une pause. C'était l'occasion. L'occasion d'une véritable confrontation. Pas une dispute à voix haute, mais une douce révélation. Élodie, commençai-je d'une voix calme, quand tu m'as dit de ne pas m'attendre à rester, quand les lumières de ma chambre ont lâché et que les prises se sont éteintes, quand le silence est devenu si pesant, qu'est-ce que tu t'attendais à ce que je fasse? La ligne redevint silencieuse. Un silence différent cette fois. Un silence de prise de conscience, peut-être. De vérité inconfortable. Je n'insistai pas. J'attendis simplement. Je ne voulais pas dire ça comme ça, maman, dit-elle finalement d'une voix à peine murmurée. J'étais en colère. À propos d'Antoine. À propos de la voiture. J'ai réagi. Tes réactions, Élodie, ont eu des conséquences. Elles en ont encore. Je sais, dit-elle, la voix chargée de larmes retenues. Je suis désolée, maman. Vraiment. Des excuses. Après tout ce temps. Ce n'était pas un geste grandiose. C'était un mot doux, hésitant. Mais c'était un début. Merci, Élodie, dis-je. Ça veut dire quelque chose. Nous avons discuté encore un moment. Pas du passé, pas directement, mais du présent. De mon nouvel appartement. De son travail. La conversation, encore un peu fragile, était tenue par un fil conducteur nouveau, le respect. Antoine est venu me rendre visite à plusieurs reprises. Il m'a apporté des fleurs sauvages qu'il avait cueillies lui-même. Il m'a parlé de son nouveau travail, de ses économies pour une voiture, cette fois, tout seul. Il n'a pas parlé du prêt. Il n'a pas mentionné mon refus. Il était simplement assis, tranquillement, à m'écouter parler de mes plantes, de mes livres, de mes promenades. Sa présence, plus exigeante, était simplement là. Une présence tranquille, en évolution. Un jour, je me suis retrouvé dans ma cuisine, fredonnant doucement en préparant un repas simple. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre, illuminant le petit espace. J'ai remarqué mon reflet dans la vitre. Une femme, plus âgée maintenant, mais avec une légèreté dans sa démarche, un doux sourire aux lèvres. Le regard hanté avait disparu, remplacé par un contentement tranquille. J'ai réécrit mon testament. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de souvenirs. De m'assurer que mon héritage, ma paix durement gagnée, donnerait du pouvoir aux autres, et non les piégerait. J'ai consacré une partie de mes économies à une fondation qui soutient les femmes âgées en quête d'indépendance, en leur offrant des conseils juridiques, une aide au logement et un soutien émotionnel. Une façon d'éclairer le chemin pour les autres, afin qu'elles n'aient pas à trébucher dans la pénombre comme je l'avais fait. J'ai rejoint une petite communauté de femmes, principalement des retraités, qui se réunissaient chaque semaine au parc local. Nous partagions des histoires, rions, donnions des conseils. Ils comprenaient. Ils avaient fait face à leurs propres batailles silencieuses, à leurs propres moments de trahison. Leur sagesse, leur résilience, tout cela m'a nourri. J'ai appris que la justice n'a pas toujours besoin d'un spectacle. Elle n'a pas toujours besoin d'une confrontation publique ou d'un triomphe spectaculaire. Parfois, la justice est un acte silencieux d'instinct de survie. C'est le refus de porter la honte des autres. C'est l'acte féroce et tardif de respect de soi. Mon voyage n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de reconnaissance. Reconnaître ma propre valeur. Reconnaître la nature insidieuse de leur contrôle. Et puis, tranquillement, fermement, m'en éloigner. Je pensais souvent au miroir. Comment ils peuvent refléter une vérité déformée? Comment ils peuvent vous montrer ce que les autres veulent que vous voyez? Mais ensuite, il y a des moments de clarté. Des moments où la distorsion s'estompe et où vous vous voyez, vraiment, pour la première fois. J'avais trouvé ce moment. Dans le calme de mon propre espace. Dans la force de ma propre voix. Le passé, il n'était pas oublié. Il était intégré. Une partie de moi, certes, mais plus tout. Les cicatrices étaient là, mais elles s'estompaient, se cicatrisant en fines lignes argentées. Souvenirs de batailles livrées et gagnées. Le ciel orageux s'était éclairci. Les pièces vides s'étaient remplies de vie. Les lettres incendiées s'étaient transformées en cendres, terreau fertile pour une nouvelle croissance. Les portes,
autrefois seuil de captivité, menait désormais à la liberté. J'ai 76 ans. Le monde derrière ma fenêtre continue de tourner. Le tramway gronde encore au loin. Les enfants rient encore dans le parc. Et moi, je prépare mon thé, je m'occupe de mes herbes et j'écris mon histoire. Pas pour eux. Mais pour moi. Et peut-être, pour vous. Parce que parfois, les histoires les plus fortes se racontent à voix basse. Une rébellion silencieuse. Un acte d'amour-propre féroce et inébranlable. Une lumière unique et puissante, brûlant dans le crépuscule qui s'installe. Je m'appelle Geneviève. Et j'ai refusé de co-signer un prêt pour mon petit-fils. Ma propre fille m'a dit « Eh bien, ne compte pas rester. » Mais je l'ai fait. Je suis restée. Je suis restée pour moi-même. Et ce faisant, j'ai enfin vraiment vécu. Vous êtes-vous déjà demandé, lorsque vous regardez les moments de calme, quelles batailles invisibles se déroulent en eux?